Bonsoir, bonsoir à toutes et tous. Il est 20h35 exactement. Je vous propose de poursuivre la soirée projection débat avec la partie débat. Donc, je vous précise que au cours des échanges qu'on va avoir, vous pouvez bien évidemment transmettre vos questions à l'écrit dans le chat de la conversation Teams. Et bien évidemment, on se les note pour en discuter à la fin. Donc nous avons ce soir, autour de la table, 2 associations qui agissent, en milieu, scolaire auprès des élèves et auprès du corps, enseignant, du corps pédagogique pour sensibiliser les jeunes, à l'économie sociale et solidaire et à l'intérêt général. Tout d'abord, l'école de la philanthropie qui agit, plus précisément auprès des 8-11 ans avec, ce soir, sa déléguée générale Carole Rémini. Et l'économie sociale partenaire de l'École de la République, l'ESPER, donc réseau d'une quarantaine d'organisations. Et ce soir, on a le plaisir, d'accueillir, Caroline Ferguson, la déléguée nationale. Et finalement, Hervé Coué, le directeur de l'école de la deuxième chance en Seine-Saint-Denis, qui accompagne, en alternance des jeunes de 16 à 25 ans, sans formation ni qualification, mais avec une forte motivation vers un métier, choisi. Donc nous vous remercions, tous les 3 pour votre, présence, ce soir et pour établir, directement un lien entre le film, que vous venez de voir, Rupture et les actions de vos structures. Une citation du film, à un moment, Hélène, une des jeunes, dit: «J'ai décidé de donner du sens à ma vie» et ce sens, il semble être, inconditionnellement lié à sa contribution à la transition, écologique et à travers ce débat, ce soir, on propose, de voir comment, à travers vos différentes actions et programmes, vous favorisez cette prise de conscience, ce pouvoir d'agir citoyen des jeunes en termes de solidarité et de transition. Et pour ce faire, je propose de commencer avec vous, Carole, Rémini. L'école de la philanthropie, agit auprès des, 8-11 ans et la notion, d'empathie est très importante pour votre, structure. Donc tout d'abord, pourquoi est-ce si essentiel d'être, empathique et comment, vous suscitez l'empathie chez les plus jeunes? Alors pour resituer le contexte, évidemment, comme le nom le laisse entendre, l'école de la philanthropie a pour vocation de sensibiliser les enfants à la philanthropie. Alors au sens large, hein, c'est la solidarité, l'altruisme, l'engagement, le don de soi. Et, heu et en fait, cet engagement en faveur de l'intérêt général, se traduit chez nous par un programme de sensibilisation qui se fait en 2 phases. Une première phase de sensibilisation et une autre phase d'action où les enfants peuvent mettre en œuvre des projets solidaires. Et effectivement, nous partons du postulat que pour bien aider, que pour aider de façon juste, c'est-à-dire avec justice et justesse, il faut pouvoir faire preuve d'empathie. C'est-à-dire, comprendre ce que l'autre ressent, et ne pas simplement projeter nos propres attentes, nos propres désirs, mais vraiment comprendre, les sentiments de l'autre et surtout ses besoins. Et en fait, l'empathie est un sentiment, enfin un sentiment, en tout cas une capacité innée, qui existe, dès la naissance et probablement bien avant, mais qui s'émousse, avec l'âge, avec le temps. Et on estime par exemple, je reprends quelques chiffres, qu'à l'âge de 8 ans, 52 des enfants aident, une personne qui vient de chuter, par exemple. En revanche, à l'âge de 12 ans, à la préadolescence, parfois déjà l'adolescence, ce chiffre atteint son minimum, et ils ne sont plus que 15 à porter secours à une victime. Hem, Pourquoi? Mais parce que, évidemment, à l'adolescence, il y a des bouleversements, hormonaux, sociaux. On se soucie davantage du regard de l'autre.
et l'empathie qui était bien là, voilà, se déconstruit, en tout cas n'est plus un élan spontané et naturel. Ce qui est aussi marquant, c'est que ce comportement empathique, dépend du contexte social. Par exemple, chez les 8 ans, les enfants, vont, aider 2 fois plus des personnes, voilà, victimes de chutes, enfin, qui ont un besoin quelconque, s'ils sont accompagnés de quelqu'un. En revanche, les 12 ans et plus, vont, s'ils sont accompagnés de quelqu'un, aider 2 fois moins. Ce qui prouve l'importance du regard d'autrui. Alors qu'en fait, effectivement, l'empathie, beh, je pense que le fœtus, est déjà empathique dans le ventre de sa maman quand il, réagit aux voix, par exemple, qui l'entourent. Mais dès 3 mois, on s'aperçoit que, enfin, des études ont montré que les enfants, visuellement, prêtent plus d'attention, à des personnages qui s'entraident plutôt qu'à des personnages qui se gênent. Ça se poursuit, au long du développement de l'enfant jusqu'à l'âge, de 6 ans où les enfants comprennent, qu'ils peuvent, enfin, c'est une forme de maturité de l'empathie. Les enfants comprennent qu'ils peuvent aider, en fonction des besoins de l'autre et pas seulement de leur propre façon de faire et de ce qu'ils vivent. Donc voilà, on voit que c'est quelque chose qui se construit, donc de la naissance jusqu'à l'âge de 6 ans environ, 6-8 ans selon les études, et puis ensuite c'est quelque chose qui s'émousse. Et on a la faiblesse de croire que plus on travaille tôt sur l'empathie, plus elle est susceptible d'être ancrée profondément chez l'enfant et de pouvoir, subsister au-delà des aléas de l'adolescence et de faire en sorte que voilà, l'altruisme soit bien présent, encore à l'âge adulte. Donc en fait, nous dans notre programme, on fait expérimenter aux enfants l'empathie, par des mises en situation, par des réactions, autour de visuels qui, illustrent la vie quotidienne. Et puis surtout, on leur fait rencontrer, des associations, éventuellement leurs bénéficiaires pour comprendre quels sont leurs besoins réels et ensuite ils peuvent s'engager dans un projet solidaire qu'ils vont monter eux-mêmes et c'est par l'engagement aussi que les choses vont s'ancrer profondément. Et puis, un dernier mot, c'est aussi par l'engagement, par la mise en œuvre de projets solidaires que les enfants vont aussi révéler d'autres compétences dans leur scolarité, notamment à cet âge-là, et vont parfois se sentir mieux à l'école, notamment pour ceux qui ont des difficultés avec les apprentissages fondamentaux. Donc, il y a des personnalités, des talents d'organisation, de leadership, etc., qui vont se révéler. Et quand on sait que finalement 80% des décrocheurs scolaires avaient déjà des difficultés en CP, on se doute que trouver sa place à l'école, trouver le plaisir d'apprendre et du coup nourrir un désir d'apprendre est fondamental et ça passe aussi par l'altruisme. Merci, merci. C'est super intéressant. Maintenant, je vais me tourner vers vous, Caroline Ferguson. Selon vous, quels sont les leviers de sensibilisation des jeunes aux valeurs, mais aussi aux défis qui concernent l'économie sociale et solidaire et les transitions de manière générale? Et comment vous les activez, ces leviers, à travers vos actions? Bonsoir Marie, bonsoir à toutes et tous et puis merci pour, l'invitation. Donc vous demandiez les leviers pour pouvoir, relever les défis. À l'ESPER, je dirais qu'on a 2 leviers principaux, c'est la pratique et la réalité. Et donc par la pratique, on entend, apprendre par la pratique directement et par la réalité, on entend, s'ancrer dans la réalité du jeune. Et dans le film, on le voit très, très bien, ils sont dans, des apprentissages par la pratique et ils sont dans les réalités, dans les choses
choses du quotidien pour eux. Ils répondent aux difficultés qui les touchent directement. Et donc, pour ça, on a plusieurs propositions à l'ESPER. Les deux principales, c'est la semaine de l'ESS à l'école qui vient de s'écouler, qui s'est terminée la semaine dernière. Et donc, c'est une semaine où, par la pratique, on va visiter des entreprises de l'économie sociale et solidaire, animer des jeux coopératifs en classe, organiser des ciné-débats comme celui-là, mais avec des élèves, et puis faire intervenir des acteurs de l'économie sociale et solidaire pour qu'ils puissent parler de leurs engagements, pour qu'ils puissent parler de leur métier, de leur structure, et ouvrir un petit peu les yeux des jeunes sur ce qui les entoure et qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de voir au quotidien. Et donc, à travers cette action-là, on a la possibilité de sensibiliser les jeunes dès la maternelle et jusqu'à l'université avec des activités appropriées aux différentes tranches d'âge. Et puis l'autre proposition qu'on a, c'est un dispositif qui s'appelle Mon entreprise sociale et solidaire à l'école, qui lui est consacré aux jeunes de collège et de lycée. Et les jeunes vont apprendre par la pratique ce que c'est que l'économie sociale et solidaire, parce qu'ils vont créer leur propre entreprise de l'économie sociale et solidaire en classe. De l'idée jusqu'à la réalisation d'un produit ou d'un service, ils vont retracer toutes les étapes de la création d'entreprise d'une part, et puis de tout le questionnement sur l'engagement, l'entraide, la solidarité, l'utilité sociale, la lucrativité limitée. Ils vont se questionner sur tous ces éléments-là parce qu'ils vont y être confrontés directement. Et une des portes d'entrée qu'on peut avoir pour mettre en place un projet Mon ESS à l'école en milieu scolaire, c'est de demander aux jeunes qu'est-ce qui les dérange. On va leur demander ce qui les dérange dans leur classe, dans leur établissement scolaire, dans leur ville ou dans le monde. Et on va les aider à trouver des réponses appropriées à leur questionnement et leur donner les clés pour pouvoir agir directement et se rendre compte qu'ils ont les clés en main pour pouvoir mettre en place ces projets. Merci. Et d'ailleurs, Marie Vernier met dans le chat les liens qu'il faut pour les dispositifs et actions que vous venez d'évoquer. Je vais clore ce premier tour de table avec vous, Hervé. Est-ce que vous pouvez nous présenter, nous expliquer la logique de parcours au sein de l'école de la deuxième chance en Seine-Saint-Denis pour que les jeunes regagnent confiance en eux et renouent avec un rythme d'apprentissage, un rythme professionnel et peut-être de manière plus générale avec une dimension citoyenne? Très bien, bonsoir Marie, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de pouvoir présenter un très beau dispositif qui s'appelle l'école de la deuxième chance. Donc, c'est un parcours de formation et d'accompagnement intensif et individualisé pour des jeunes de 16 à 25 ans, sans diplôme, vous l'avez dit tout à l'heure, sans qualification, souhaitant accéder à un emploi, à un retour à une formation qualifiante. Je vais vous expliquer, il y a 5 phases dans notre dispositif et je rentrerai un peu plus dans le détail sur ce qui se passe au quotidien dans l'école, y compris en termes de citoyenneté. Donc, ce parcours est en 5 phases. La première phase, c'est une période d'intégration progressive qui dure entre 3 à 6 semaines selon les EDC au niveau national. C'est la période pendant laquelle on fait ce qu'on appelle des tests de positionnement, des évaluations diagnostiques que l'on fait auprès de nos jeunes pour savoir d'où ils partent. Et c'est là où on commence avec eux à discuter un petit peu sur l'élaboration d'un projet professionnel. Et c'est surtout la phase dans laquelle, je vous entendais le mot empathie tout à l'heure, l'école de la deuxième chance, ça fait partie de notre ADN. L'empathie, la bienveillance, l'écoute, le non-jugement, le respect de soi et des autres sont des valeurs qui nous animent au quotidien. Et donc, durant cette période, on explique à nos jeunes qui arrivent, qui sont un petit peu brisés quand même par les épreuves de la vie, tout simplement. Ils se sont entendus dire pendant des années qu'ils étaient des bons à rien, qu'ils n'arriveraient jamais à faire grand-chose de leur vie. Donc, ils arrivent avec eux avec une image complètement dégradée d'eux-mêmes. Et donc, cette première phase, la phase d'intégration, c'est là où on travaille avec eux en leur expliquant qu'on va travailler sur leur potentiel plutôt que sur leurs lacunes, parce que pendant des années, certains se sont entendus dire « tu es nul en maths, donc il faut renforcer du soutien en maths, tu es nul en français ». Et nous, on dit « tu es nul en maths, so what, c'est pas très grave, hein. On va travailler, tu t'exprimes bien, tu te présentes bien, on va partir de ça. » Et puis le jeune, petit à petit, semaine après semaine,
commencent à prendre confiance en l'adulte, ce qui n'était pas le cas auparavant, commencent à prendre confiance en une institution qui est une école, même si on est une école particulière, et donc se dit, en fait, il y a des gens qui sont là, qui me tendent la main pour me donner une deuxième chance. Donc, c'est pour cela que ça marche pas trop mal. Ça, c'est la première partie, la première phase. La deuxième phase, c'est une phase de découverte des métiers au travers de stages. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une formation en alternance. Les jeunes sont 3 semaines à l'école, 3 semaines en entreprise, et cela pendant 10 mois s'ils le souhaitent, mais la durée moyenne d'un parcours dans le 93, elle est de 6 mois. Donc, découverte des métiers au travers de stages. Ensuite, il y a la phase de confirmation du projet professionnel et acquisition des gestes professionnels en entreprise. La quatrième phase, qui est la préparation à l'emploi ou à la formation. Donc là, on accompagne les jeunes à trouver une entreprise pour qu'elle puisse l'accueillir sur un CDI, sur un CDD, ou on l'accompagne pour se préparer à passer des tests d'entrée dans des CFA ou dans des structures, dans d'autres écoles. Et la dernière phase, qui est aussi importante, c'est le suivi et l'accompagnement post-parcours, puisque nous suivons nos jeunes 3 mois, 6 mois, 9 mois et 12 ans après qu'ils soient sortis du dispositif. Voilà les 5 grandes phases. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait au quotidien? Donc, lorsque les jeunes sont à l'école, ils y sont pour 35 heures. On travaille avec eux en lien, puisque c'est une formation qui est individualisée. On a des niveaux qui sont très hétérogènes. On a des jeunes qui n'ont même pas le niveau 6e et d'autres qui sont diplômés à l'étranger. Donc, c'est pour cela que chaque individu a un plan individuel de formation qui est retravaillé avec le formateur référent qui le voit toutes les semaines et qui fait un point avec le jeune. Donc, pendant toute la durée du parcours, il y a 3 piliers dans notre école. Le premier pilier, c'est une remise à niveau sur les savoirs fondamentaux, qui sont les mathématiques, la bureautique et la communication orale écrite. Mais dans le 93, on pourrait se dire avec les clichés qu'on peut avoir, notre école, un de nos sites à la Cité des 4000, les jeunes de 16 à 25 ans sans diplôme, on peut rapidement faire des raccourcis et avoir des préjugés qui sont infondés d'ailleurs. Et donc, la remise à niveau sur les savoirs de base. Et dans le 93, nos jeunes ont la chance de faire de la philosophie. Les jeunes font du théâtre, du sport et font aussi des ateliers de communication pour qu'ils puissent reprendre encore plus confiance en eux. La deuxième partie, enfin la deuxième grosse pilier, le deuxième pilier de notre école, c'est l'élaboration du projet professionnel. Là aussi, on a des jeunes qui arrivent avec une idée de projet qui est souvent sous-dimensionnée par rapport à leur potentiel. Donc là, le travail que font les équipes, c'est de dire, mais tu as un potentiel pour réaliser un autre projet que celui-ci, et là, on l'accompagne à monter en compétences pour qu'il puisse accéder à un projet un peu plus intéressant pour le jeune. Et le troisième pilier, c'est la citoyenneté, puisque nous sommes certains que pour s'insérer durablement dans notre société, durablement dans un emploi, il faut avoir des valeurs citoyennes, et le savoir-être aussi, qui fait aussi partie des valeurs citoyennes. Et pour cela, dans le parcours de nos jeunes, il y a des visites qui sont obligatoires, qui sont préparées en amont ou en philosophie ou dans un atelier qui s'appelle la connaissance du monde contemporain. Et nos jeunes vont visiter la basilique Saint-Denis, l'Institut du monde arabe, le musée des arts, d'histoire et du judaïsme et le Panthéon. Il faut bien qu'on couvre un petit peu toutes les cultures, toutes les origines, c'est intéressant. Donc c'est préparé en amont. Il y a un conférencier qui travaille avec nous depuis des années, qui a su adapter son discours pour nos jeunes. Et ensuite, c'est retravaillé par la suite lorsque les jeunes reviennent. Et puis, une des phrases aussi qui est un petit peu dans l'ADN de notre école, c'est que tout ce qui éparse nous rassemble, en fait, et plutôt que nous divise. Comme vous devez vous en douter, en 93, c'est une population très éclectique, donc on a beaucoup de jeunes qui viennent de beaucoup d'endroits différents. Et il y a une solidarité qui se crée, c'est assez génial aussi. On pourrait se dire, ça va être compliqué de gérer différentes ethnies, différentes... Mais la façon dont nous abordons les choses fait que les jeunes sont très soudés entre eux. Et j'en veux pour preuve 2-3 exemples. Pendant le confinement, nos jeunes, toutes les semaines, envoyaient des lettres à des personnes âgées dans des EHPAD. On passait par une association qui allait livrer des lettres dans des EHPAD. On a, il y a peu de temps, eu la chance d'être lauréat du prix Ilan Halimi. Et donc, on a candidaté au projet. Trois écoles en France ont été lauréates et le dossier du 93 en fait partie. Donc, c'est très ancré. Et comme le disait Caroline tout à l'heure, on fait intervenir des experts de l'ESS dans notre école pour expliquer ce qu'ils font, comment ils travaillent. On a des jeunes ensuite qui vont sur des chantiers solidaires, des chantiers d'insertion, etc., etc.
Juste peut-être en termes de chiffres, nous accueillons un peu plus de 600 stagiaires par an, 58% de jeunes femmes. La moyenne d'âge de l'école, elle est de 22 ans. Et on a 62% de nos jeunes qui sont dans une situation positive le jour de leur départ. Et lorsqu'on intègre ce chiffre avec le suivi post-parcours, on arrive à 68% de jeunes qui sont dans une situation positive. Donc, alors, il y a des EDC en France qui ont de bien meilleurs résultats, mais je ne vais pas faire de misérabilisme, ce n'est pas du tout mon propos sur le 93. On a quand même des jeunes qui arrivent avec une très grande précarité. Et c'est aussi une des spécificités de l'EDC, 93, mais aussi les autres, c'est qu'on accompagne le jeune dans sa globalité. Il ne vient pas là seulement pour suivre une formation ou trouver un emploi, mais on l'accompagne aussi sur l'apprentissage de la vie, de devenir un bon citoyen. Voilà, j'espère que je n'ai pas été très long. Non, merci beaucoup, merci Hervé. Et les taux de réussite sont assez encourageants et positifs. Maintenant, une question pour tous les trois assez précise. Y a-t-il des types de causes, des types de projets ou des types d'environnements professionnels qui mobilisent davantage les jeunes que d'autres? Donc, allez-y, Hervé, je crois que vous avez encore le micro ouvert. Avec plaisir. Alors, nous, on est du préqualifiant, donc on n'oriente pas les jeunes vers un métier, c'est le jeune qui choisit son métier. Toutefois, on peut s'apercevoir, alors c'est pas paradoxal d'ailleurs, hein, avec des jeunes qui sont en grande difficulté pendant une partie de leur vie, hein, l'enfance, l'adolescence et les jeunes adultes, s'orientent de plus en plus vers des métiers d'aide à l'autre, pardon. Donc, on a beaucoup de jeunes femmes qui s'orientent sur la petite enfance. On a beaucoup de personnes l'aide sociale, ce sont des secteurs d'activité qui plaisent. Après, il n'y a pas de secteurs qui sont plus prédominants que d'autres. Ça dépend aussi et surtout en fonction des facultés qu'ont chacun des jeunes. Mais on a de très belles réussites, hein, même si ce sont des cas, c'est pas le cas. Le jeune s'oriente quand ils reprennent une formation diplômante, ce sont essentiellement des CAP, hein, ou des bacs pro. Mais on a quand même des jeunes, des success stories. On a un ancien stagiaire de l'EDC qui a une entreprise en informatique qui est maintenant à 70 salariés. Donc, c'est un peu la mascotte de l'école. Mais on a quand même. Et les plus belles des réussites, c'est en fait que les jeunes se sentent bien dans ce qu'ils font, quoi, tout simplement. Quel que soit le métier choisi, c'est qu'ils se sentent bien et qu'ils puissent s'épanouir. Et Carole, du côté de l'école de la philanthropie, il y a des projets, des missions qui intéressent plus les 8-11 ans, du coup? Oui, effectivement. Alors, les enfants, avant de mener leur projet solidaire, découvrent en fait, avec leurs enseignants en milieu scolaire ou des animateurs en milieu périscolaire, extrascolaire, découvrent en fait les grands enjeux de notre société et évidemment les droits humains, l'environnement, l'accès à la culture, la pauvreté, l'exclusion, etc. Et clairement, en fait, les enfants sont très l'accès à l'art et la culture est très. Moi, je vous entends plus, Carole. Non, il y a Il y a un souci, je crois. Ouais, en attendant, je ne sais pas si Caroline, vous pouvez peut-être témoigner du côté de l'ESPER. Du côté de l'ESPER, oui, on a des thématiques qui reviennent principalement dans les projets de jeunes. La cause première, c'est la cause environnementale. Pour plusieurs raisons, hein. C'est la cause qui est la plus présente dans les médias, c'est la cause qui est la plus présente dans le milieu scolaire aussi, avec les éco-délégués par exemple. Donc, c'est quelque chose qui parle beaucoup aux jeunes. Et puis, on a beaucoup de projets aussi qui sont orientés plutôt sur la thématique de la solidarité, le partage. Encore une fois, parce qu'on voit dans les médias et dans l'environnement proche toutes les grandes organisations de solidarité, toutes les ONG. Et donc, on est sur des réalités qui sont proches de celles que les jeunes arrivent à comprendre. Et donc, on a même certains projets qui vont allier les deux, comme des boutiques solidaires, par exemple, qui vont se mettre en place dans des collèges ou dans des lycées, où, pour pouvoir lutter contre le gaspillage, les jeunes vont
récupérer soit des vêtements, soit des objets qui étaient destinés à être jetés. Ils vont les revaloriser et ensuite, ils vont les revendre à prix solidaire pour que ça permette à des personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'y accéder. Donc là, on est sur un projet qui va vraiment allier les deux. Après, on sait que les thématiques de l'économie sociale et solidaire, elles sont beaucoup plus diverses et variées que ça. Mais quand on parle de dynamiser le territoire ou d'animer la vie scolaire, on est sur des choses qui sont un petit peu moins palpables pour les jeunes. Et vu que les projets de mon entreprise sociale et solidaire se concentrent vraiment sur la réalité des jeunes, c'est les deux grandes causes qui reviennent le plus. Mais on en a d'autres qui peuvent être traitées aussi. Et on a, pardon, avant de repasser la parole à Carole, j'ai oublié, quand on parle aux lycéens principalement, il y a une autre cause qui est vraiment très, très, très importante et on le voit avec les travaux qu'on mène avec la Fédération nationale de la Maison des lycéens, c'est la lutte contre les exclusions et les discriminations. C'est quelque chose pour laquelle les lycéens sont très, très, très sensibilisés, beaucoup plus que moi à l'époque où j'étais lycéenne en tout cas, et ils mènent énormément d'actions, ils se regroupent beaucoup et ils mènent énormément d'actions pour pouvoir sensibiliser les autres et pour lutter contre toute forme de discrimination, quelle qu'elle soit. Et donc, c'est des choses qu'on retrouve moins chez les collégiens, par exemple. C'est à partir du lycée qu'on va retrouver ce type de projet-là. Mmh. Carole, vous êtes reconnectée, Oui, je suis désolée, ma box pas de me joue des souci. tours. Aucun problème. Mais alors, en fait, les enfants sont, je vous disais, sont très raisonnables ou sages, ou savent analyser les choses. En tout cas, ils sont très sensibles à la question de la pauvreté et de l'exclusion, vraiment. Voilà, ils vont droit au but. Et ensuite, évidemment, la question de l'environnement et notamment des animaux leur tient particulièrement à cœur. C'est là où on s'aperçoit que la volonté politique en termes d'éducation qui a été menée depuis des années et des années autour du développement durable a porté ses fruits auprès des plus jeunes. Avec parfois la surprise de les sentir un peu démunis face à ces enjeux. Alors, par exemple, la semaine dernière, des enfants d'une classe avaient fait des exposés, ce sont des classes de CM1, CM2, avaient fait des exposés pour convaincre leurs petits camarades de choisir telle ou telle cause. Et c'était autour du développement durable et plusieurs groupes ont dit, mais on va tous mourir. Donc ça veut dire qu'ils sont plus que sensibles effectivement aux enjeux de notre monde et à l'actualité qui est la nôtre, notamment en termes de réchauffement climatique. Et voilà, ça prouve juste qu'il est essentiel de leur donner les moyens d'agir et en tout cas de leur faire toucher du doigt que chacun peut agir sans attendre d'être adulte ou d'être aisé, mais que chacun a ça à sa portée. Et alors, on ne crée pas chez eux, enfin, en tout cas, je ne pense pas qu'ils soient porteurs d'une angoisse ou d'une anxiété, mais ils sont vraiment concernés par les sujets de société. Et cette fois-ci, plutôt du côté des enseignants et des professeurs, Caroline et Carole, est-ce qu'il y a un besoin, d'être de plus en plus, outillés, pour transmettre ces valeurs de solidarité, de philanthropie? Je Oui, continue allez-y. si j'ai le micro ouvert. Pardon, Caroline. Mais oui, alors ce qu'on ressent, d'une part, c'est que les enseignants ne sont pas formés à ces enjeux et qu'effectivement, voilà, les plus jeunes qui arrivent dans une école ont parfois du mal à trouver les ressources. Et j'aurais envie de dire aussi qu'il y a même pléthore de ressources autour des enjeux de l'intérêt général et que là, les enseignants ont vraiment du mal à s'y retrouver, tout simplement à faire la part des choses entre l'accessoire et le nécessaire, entre ce qui répond au programme scolaire ou pas, ce qui va contribuer au développement de l'enfant ou moins. Et je pense qu'ils ont surtout besoin d'être guidés face à tout ça. Et puis, évidemment,
Alors, depuis la pandémie, plus que jamais, mais les enseignants manquent de temps. Donc, en fait, finalement, ils ont besoin d'un accompagnement de proximité très fort, d'outils clés en main, tels qu'on peut leur fournir, je pense, les uns les autres, en tout cas l'ESPER et l'école de la philanthropie, pour ne plus avoir qu'à voilà, à se glisser dedans et avoir des supports de qualité. Qui ont été validés par des experts et qui leur facilitent la tâche devant des enjeux aussi énormes. Alors pour compléter, sans répéter ce que vient de dire Carole, parce que c'était tout à fait complet, en effet, des ressources, des outils, il en existe. On en propose plein de différentes manières. Des formations existent aussi et les enseignants ont envie de se former, ils ont envie d'être outillés. Et puis, vous évoquiez un petit peu leurs besoins. Un des besoins des enseignants, c'est d'avoir un cadre aussi dans lequel ils peuvent réaliser ces différents projets, que ce soit en primaire ou dans le secondaire. Et donc, en plus de la formation qui est proposée, l'outillage qu'on propose pour sensibiliser à l'économie sociale et solidaire, on a envie d'encourager le plus possible la création de cadres sécurisants pour les élèves aussi, en milieu scolaire, pour que les enseignants puissent pleinement transmettre tous ces outils et tout ce qu'ils apprennent dans les formations qui sont proposées, que ce soit des formations dans le cadre professionnel ou des formations qu'ils peuvent suivre avec des associations locales ou autres. Donc, en plus de ça, voilà, je rajouterais vraiment le cadre sécurisant pour que les enseignants puissent mener des projets et transmettre ces valeurs de philanthropie et de SS. Et là-dessus, Caroline, est-ce que la crise sanitaire a eu un impact sur l'engagement des enseignants justement aux côtés de l'ESPER? Absolument, absolument. On a remarqué en fait dès le premier confinement, donc ça commence à dater un peu maintenant, mais qu'on a eu une vague d'enseignants qui nous a contactés. Ils avaient le souhait en fait de mettre en place des projets de solidarité parce qu'ils voyaient autour d'eux toutes ces initiatives qui se mettaient en place. Il y a eu énormément de projets, énormément d'initiatives, énormément de groupes de personnes qui se sont activés en fait pour essayer de trouver des solutions, pour essayer d'aider ceux qui avaient besoin et pour essayer d'éviter que de telles situations puissent se reproduire. Donc, les enseignants, d'une part, ont eu envie de mettre en place ce type de projet avec leurs élèves. Les élèves étaient demandeurs aussi, en voyant leurs parents s'activer, en voyant dans les médias toutes les petites initiatives que chacun pouvait faire à son échelle. Et donc ça, c'était l'effet positif, si je puis dire. C'est qu'on a eu beaucoup plus d'enseignants qui nous ont contactés. En revanche, d'un autre côté, malheureusement, le fait que les cours aient dû être à distance, que les cours aient dû être entrecoupés, que les établissements scolaires devaient parfois fermer, les classes fermées. On a aussi des consignes de l'éducation nationale de se recentrer sur les apprentissages premiers et de se concentrer sur les apprentissages disciplinaires, le programme, et ne pas sortir du programme. À tel point cette année, par exemple, que les enseignants ont très peu pu se former parce que la consigne, c'était vous restez devant les élèves autant que vous le pouvez. Et donc, on a eu très peu de profs formés cette année, par exemple, à cause de ça. Donc, ça va entraîner aussi des effets sur l'année prochaine et l'année d'après. Parce que moins on a de profs formés, moins on a de profs qui mettent en place des projets. Donc, en tout cas, d'un côté, on a les envies, donc ça, c'est positif. Et puis, on continue de les former différemment dans d'autres cadres pour qu'ils puissent continuer à mener des projets. Merci. Merci à tous les 3 pour vos témoignages. Une dernière question également à vous 3 avant de passer aux échanges avec le public. Quelle place accordez-vous dans vos différentes actions et dispositifs au collectif et à la transmission entre pairs, du coup, en l'occurrence, entre les jeunes eux-mêmes? Hervé, voilà, encore une fois, vous avez votre micro ouvert, du coup, vous commencez. Plaisir. Écoutez, moi, je vais être hyper concret, hyper opérationnel, hein. Nous, dans notre école, on organise toutes les semaines, c'est le mardi matin, ce qu'on appelle un conseil.
Et le président du conseil est un stagiaire qui nomme un secrétaire de séance qui deviendra président la semaine suivante, ça tourne comme ça. Et là, c'est un lieu où l'ensemble du personnel qui est présent sur site et des stagiaires présents sur site débattent, c'est un petit peu ce qu'on pourrait appeler en PEDA de la régulation, débattent un petit peu de ce qui s'est bien passé pendant la semaine, débattent. Et là, on a des codes pour pouvoir parler, et chacun, que ce soit moi qui participe, un formateur, un stagiaire, doit lever la main pour prendre la parole. Le président nous l'accorde, personne n'a le droit de se couper la parole, donc il y a un respect, une écoute mutuelle. Et c'est là aussi où émergent beaucoup de projets que les jeunes proposent dans différents secteurs. Ça peut être des voyages, des actions solidaires, des actions de nettoyage, et plein de projets s'émergent. Il y a un point qu'on n'a pas abordé et qui pour moi est presque essentiel aussi. Et moi, je le ressens dans notre école, et je le dis à chaque présentation, personne n'est à l'école de la deuxième chance par hasard. Que ce soit les stagiaires qui y entrent, puisque dès lors où ils ont poussé la porte pour venir se renseigner ou pour venir s'inscrire, ils sont déjà dans une démarche positive, une démarche de réussite, une démarche d'envie de s'en sortir. Mais aussi les salariés qui y sont, ils ne sont pas là par hasard. On partage tous des valeurs d'empathie, d'écoute, je le disais tout à l'heure. Et je pense que l'exemplarité aussi, l'exemplarité est aussi un outil, un moyen qui a un impact pour que les jeunes puissent s'investir dans des actions solidaires, dans des actions environnementales, etc. Donc je pense que nous aussi, les adultes qui sommes au quotidien en contact avec ces jeunes, on a un rôle non négligeable puisque il y a du mimétisme qui peut se produire petit à petit. Merci. Caroline? Alors, à l'ESPER, l'apprentissage de l'ESS par l'ESS avec les principes de l'ESS directement. On est sur de la mise en pratique directe du principe démocratique. Alors, on avait une présentation des élèves la dernière fois où on ne leur demande pas directement est-ce que vous mettez en place des pratiques démocratiques dans votre structure, mais comment est-ce que vous prenez des décisions, qui décide et comment. Et donc, de travailler sur ces éléments-là, ça permet d'incarner directement l'ESS et le principe de l'ESS. Et puis, ça permet aussi d'encourager l'apprentissage par les pairs, comme tu évoquais, Marie. Ils vont apprendre ensemble, ils vont apprendre les uns avec les autres. Et puis, il y a un des éléments sur lequel on travaille beaucoup, c'est que travailler ensemble, ce n'est pas forcément travailler les uns à côté des autres. Et ça s'apprend. Ce n'est pas simple. Et à l'école, on n'a pas l'habitude de travailler ensemble. On travaille les uns à côté des autres, chacun devant son bureau. Et les espaces pour apprendre à travailler ensemble, à discuter, à débattre, échanger, se mettre d'accord, se mettre d'accord sur un projet d'utilité sociale, par exemple, quand on n'est pas d'accord sur la cause. Si un élève a envie de plutôt défendre une certaine cause et un autre une autre, comment est-ce qu'on se met d'accord pour pouvoir tous travailler ensemble sur un projet commun avec un but commun? Et donc, c'est comme ça, dans les projets Mon ESS à l'école, que c'est vraiment incarné et qu'on a la transmission par les pairs. Et on essaye de plus en plus de mettre les projets en relation les uns avec les autres. Donc, ils se trouvent partout en France, hein, et on a maintenant l'avantage de pouvoir bénéficier de la visio. Et donc, on essaye de plus en plus de mettre des élèves en relation pour qu'ils puissent comprendre comment d'autres projets d'économie sociale et solidaire se mettent en place dans d'autres écoles, prennent des formes semblables mais différentes aux leurs. Et donc, ça leur permet aussi de s'enrichir mutuellement. Merci. Merci et je pense que ça répond également, à la question de Florie dans la conversation, sur, l'apprentissage, collectif à la prise de décision sans chaos, ni autoritarisme, bien sûr, c'est mieux. Ouais. Carole, est-ce que vous souhaitez compléter là-dessus? Oui, enfin, la démarche est vraiment la même, hein. L'idée, c'est de permettre à l'enfant de passer d'une prise de conscience individuelle, je suis sensible à telle ou telle cause, à un engagement collectif. Et donc, effectivement, on leur apprend à débattre, à argumenter, à fonder une vision commune. Les enfants font, dans le cadre de notre programme, un exercice de vote, déjà pour appréhender ce que peut être la démocratie, avec toutes les frustrations qu'elle peut représenter et que nous allons peut-être bientôt connaître.
Et, euh, et ensuite, l'idée, c'est que quand ils mettent en œuvre un projet solidaire au profit d'une association, bien évidemment, ça n'est que du collectif et eux-mêmes se répartissent les tâches et essaient de déterminer les talents de chacun et voilà, de monter le projet ensemble en fonction de leurs aspirations, oui, de leurs talents. Il n'y a pas d'autre objet que de créer du collectif et de faire vivre ainsi l'intérêt général. Là, on n'est pas du tout dans une école de l'individualisme, bien au contraire, bien au contraire. Et les enfants en font finalement l'expérience assez naturellement. Et j'allais dire s'autorégule, c'est pas un terme que j'aime du tout, mais en tout cas apprennent à vivre en communauté, découvrent que les différences sont des richesses. Et ça, c'est vraiment un levier fondamental du vivre ensemble. Ouais. Merci beaucoup. Je vous propose de passer aux questions des participants et participantes dans la conversation. Alors, je vois des questions spécifiquement pour l'école de la deuxième chance. Si vous pouvez éteindre. Merci. Euh, à l'initiative de qui est-elle née et comment est-ce financé? D'accord, parce que j'avais vu d'autres questions dans le chat, c'est pour ça que je... Alors, je prends de Alors, l'ordre. oui, donc nous sommes une association loi de 1901, reconnue d'intérêt général, et nos financeurs principaux sont l'État, la région Île-de-France, le conseil départemental, les établissements publics territoriaux, les communes qui, pour deux de nos 4 sites en Seine-Saint-Denis, mettent à disposition à titre gracieux les locaux, et l'entreprise, puisque l'entreprise est aussi au cœur de notre dispositif. Et l'entreprise nous accompagne à la fois en venant sur les sites pour faire des job coaching et accompagner nos jeunes à s'entraîner à des entretiens de recrutement, mais aussi financièrement, puisque nous sommes éligibles à la taxe d'apprentissage. Voilà nos financeurs. Le budget de l'ETC 93 est de 4 millions d'euros par an. Et nous sommes 46 salariés. Et je vous propose de continuer sur la question de votre gestion du collectif, alors que l'enjeu est de remettre en selle des jeunes au parcours particulier grâce à leurs compétences et parcours individuels. Alors, je vais être un peu plus précis dans notre dispositif. Donc, tous les mois, sur chacun de nos sites, on a des groupes de jeunes qui rentrent, une douzaine de groupes. Et là aussi, pendant la période des 3 semaines, on travaille essentiellement en mode projet avec nos jeunes. Donc, c'est le collectif qui fait avancer un projet, qui débouche sur une visite, qui débouche sur une action solidaire, qui débouche sur peu importe le type de projet. Donc, la pédagogie de projet fait que les jeunes se soudent entre eux et s'entraident. Et ensuite, ça perdure pendant tout le parcours. Et puis, même si les cours sont individualisés, les jeunes n'évoluent pas au même niveau, on s'aperçoit, je le dis tout à l'heure, mais il faudrait venir dans notre école, passer un peu de temps avec nous, parce qu'on pourrait penser que tout ce que je dis est magique, etc. Mais il faut vraiment venir passer une demi-journée avec nos jeunes pour voir de vos yeux que ce que je vous dis est vrai. Et en fait, il y a une entraide qui se crée dans le groupe, c'est une vraie petite famille qui se crée dans le groupe et avec les formateurs, de telle façon à ce que quelqu'un qui est en difficulté est toujours pris en charge ou par un stagiaire ou par le formateur. Et ça crée une émulation, ça crée vraiment un esprit d'équipe, un esprit de corps. On organise aussi très souvent, et c'est super sympa, des déjeuners où chaque jeune doit apporter un plat de son origine, de sa culture. Donc on crée des moments de rassemblement. En fait, c'est ça qui crée du groupe, qui crée du lien. Les jeunes font beaucoup de sorties, on les sort le plus souvent possible de l'école, parce qu'il faut aussi les ouvrir au monde. De façon spontanée, ils n'iraient pas au palais de justice, ils n'iraient pas à l'Assemblée nationale, ils n'iraient pas au Sénat. Et donc ça aussi, c'est ces moments-là qui font que nos jeunes ont envie d'être ensemble et de travailler ensemble. Et puis la solidarité, elle se passe aussi comme c'est une formation en alternance, donc nos jeunes doivent trouver des stages toutes les 3 semaines. Ben, un jeune qui a une difficulté à trouver un stage, ben, c'est un autre stagiaire qui lui dit ben, tiens, ben, tu devrais appeler telle personne, parce que moi j'y suis allé, ça s'est bien passé. Et donc tout ça fait que c'est un petit cycle qui fonctionne très bien. Merci. Ensuite, une question de Florie que je trouve assez intéressante.
Pouvons-nous éduquer sans promouvoir un autre moule? Certains ont un tempérament de leader ou d'original et ne rentreront jamais dans le moule. D'autres ont besoin de repères et de normes plus étroites. Caroline, vous hochez la tête, je vous laisse répondre. Parce que je suis d'accord avec toi, Marie, je la trouve super intéressante comme question. C'est vrai que c'est très difficile, d'éduquer sans promouvoir un autre moule. Bah, parce qu'on va forcément aller enfin, en tout cas, à l'ESPER, on va forcément aller dans la promotion de l'économie sociale et solidaire. Donc, on va dans la promotion d'un autre modèle plutôt qu'un autre moule. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'accompagner chaque jeune à trouver sa place dans cet écosystème. Euh, on n'a pas besoin d'effacer tous les leaders, on n'a pas besoin d'effacer toutes les personnes qui sont un peu plus originales ou moins, ou qui sont plutôt des suiveurs, etc., etc. L'idée, c'est de pouvoir bien accompagner chaque jeune à prendre la parole, à prendre sa place, mais pas la place qu'on lui a donnée ou la place qu'il pense devoir avoir. Et je pense que Hervé serait bien d'accord avec moi là-dessus. L'idée, c'est de pouvoir donner les clés aux jeunes, de bien chercher à trouver la place que eux souhaitent, leur donner le pouvoir d'agir, leur donner cette possibilité-là. Et donc, c'est ça qu'on essaye de faire, en tout cas, nous, de notre côté, c'est de pouvoir leur donner les clés, de tester plein de choses différemment, qu'ils n'auraient pas l'occasion de le faire. Et bon, pour la petite histoire qui date de la création de mon ESS à l'école, c'était un projet en Lorraine, dans lequel il y avait un élève qui était bègue. Et donc, ils ont mené leur projet tout au long de l'année et ils se sont retrouvés à la fin de l'année sur la partie valorisation et promotion de leur projet. Et donc, à ce moment-là, évidemment, c'est l'élève bègue qui a pris la parole pour présenter le projet parce qu'il avait eu la confiance de tous ses camarades pour dire bah, tu peux le faire. Ce n'est pas un exercice facile, mais si tu as envie de le faire, tu peux le faire et on te soutient. Et donc là, on est vraiment sur une belle réussite, je pense, où on déconstruit complètement les relations habituelles et on est sur la construction d'autres relations et on n'a pas le rôle imposé que la société ou que l'environnement nous impose. Merci. Je vois qu'il y avait une autre question plus en amont sur le lien avec les familles. Du coup, c'est peut-être pour vous, Carole, cette question. Parce qu'on disait agir avec les jeunes, mais un jeune fait aussi partie d'une famille. Et donc, comment agir avec les familles dans l'ensemble? Et Florie précise, l'intergénérationnel est très important. Alors ça, je suis bien d'accord. Et au moment d'ailleurs enfin déjà avant la pandémie, juste pour parler de l'intergénérationnel et je reviendrai sur les familles, il y avait beaucoup de classes qui choisissaient aussi de mener des projets en direction des personnes âgées et qui alors, pendant la pandémie, ça s'est traduit, comme le citait Hervé, par des petites lettres ou des dessins qui ont été envoyés dans des EHPAD. Mais avant, ça se traduisait sous forme de chansons apprises et qui dataient de l'époque des personnes qui habitaient à l'EHPAD. Et donc, chansons apprises par les enfants qui sont venus chanter avec les aînés, qui sont venus danser, goûter avec eux, qui leur ont construit des jeux. Et donc finalement, le lien intergénérationnel est quasi plus naturel qu'on aurait tendance à le penser. En tout cas, il y a une appétence de la part des enfants, clairement, hein, puisque ce sont eux qui réclament ces sujets, une appétence des enfants pour aller voir les aînés. Sur la place de la famille, c'est vrai que c'est un enjeu de l'école, du système éducatif de façon globale, que de créer ce pont avec la famille, d'impliquer les parents davantage dans cette éducation très formelle. Nous, on essaie effectivement d'œuvrer à ça autour des projets qu'on peut mener. Je voudrais juste, à titre d'exemple, citer le travail qu'avait fait une classe qui avait choisi de s'engager
aux côtés de l'association Robin des Rues. Voilà, donc qui intervient auprès des personnes à la rue comme son nom l'indique. Et cette association avait un vrai besoin qui était de s'adresser à ses bénéficiaires dans leur langue d'origine pour leur demander, enfin, pour leur dire bonjour et leur demander comment ils allaient, de quoi ils avaient besoin, etc. Et il se trouve que la classe était dans une école qui comprenait et qui accueillait des enfants de 22 origines différentes. Et en fait, les enfants sont allés voir avec leur petit registre d'expression à traduire, sont allés voir leurs parents, et puis ont impliqué d'ailleurs tous les enfants de l'école. Et les enfants sont allés voir les parents pour qu'ils les aident à traduire ces expressions dans leur langue d'origine. Ce qui a permis vraiment de valoriser la culture de chacun, de rapprocher les parents de l'école, voilà, et de faire ça dans la collaboration et la fierté. Donc, et je pense que pour chaque projet, quand on le veut, effectivement, on peut tout à fait impliquer les familles. Et nous, notre souhait le plus cher, c'est que quand les enfants mènent un projet philanthropique, solidaire, c'est qu'ils ont envie de poursuivre avec l'association du quartier ce qu'ils ont vécu à l'école. Enfin, et on espère que voilà, que les familles prendront le relais. Mais souvent, les parents sont très fiers de l'engagement de leur enfant et ont envie de le porter. Et ont envie de le porter par la suite. Et ça ne laisse pas. Oui, ça ne reste pas lettre morte dans la famille. Merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres questions. Au moment où je dis ça, il y a une très grande question. Alors, comment vos structures tentent d'influer sur le système éducatif français tel qu'il existe pour tâcher de déployer moins d'énergie à côté et créer un système qui ne serait plus intrinsèquement discriminant, défaillant? Il me semble que vos 3 projets et les milliers d'autres portés par l'ESS au sens large convergent dans leurs idéaux et qu'il y a fort à parier que l'énergie mise dans cela pourrait être maximisée comme le propose à sa façon le docu que nous venons de visionner sur les grandes écoles. Je veux bien commencer un début de Merci. réponse. Alors, pour l'école de la deuxième chance, 93 fait partie d'un réseau, le réseau EDC France, qui compte 139 sites et nous accueillons plus de 15 000 stagiaires par an au niveau national. Et le réseau est très souvent sollicité par le cabinet du Premier ministre et le réseau est associé à la mise en place du contrat d'engagement jeune. Et le réseau, au niveau national, fait remonter aussi au ministère du Travail des interrogations, des inquiétudes sur des orientations que pourrait prendre le ministère. Et depuis quelques années, j'allais dire, euh, la tête de réseau a quand même un poids assez fort au niveau des ministères et semble écouter. Je n'ai pas dit en préambule que le dispositif E2C a été créé en 1998 par Edith Cresson, qui est toujours impliqué dans les E2C et qui a, malgré son âge avancé, un carnet d'adresses encore bien fourni. Et donc, lorsque elle prend son téléphone et qu'elle appelle Monsieur Blanquer, la tête de réseau est reçue pendant les 4 jours qui suivent. Donc, voilà, c'est une petite façon d'apporter notre pierre à l'édifice, de dire attention, si vous prenez telle direction, le fossé va être encore plus large, et puis les jeunes vont être encore plus décrocheurs qu'ils ne l'étaient auparavant. Caroline, quelques mots là-dessus peut-être? Oui, bah, pour l'ESPER, comme tu l'as dit en intro, on est un collectif de 42 organisations de l'économie sociale partenaire de l'École de la République, comme le nom l'indique. Et donc, on a les syndicats d'enseignants qui font partie de l'ESPER, on a les mutuelles d'enseignants et toutes les associations complémentaires de l'école, enfin de nombreuses associations complémentaires de l'école. Et donc, déjà, par cette entrée-là, on influe autant qu'on peut sur ce qui se passe en milieu scolaire, sur ce qui se passe dans l'éducation nationale, sur ce que les profs doivent faire et comment ils doivent le faire. Et puis évidemment qu'on travaille en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale pour encourager au maximum la mise en place de projets dans les cadres
scolaires, dans les programmes scolaires, d'encourager à ce qu'on puisse mettre l'économie sociale et solidaire dans les programmes, notamment d'économie, de droit, de gestion, de management. Et c'est le cas hein, pour certaines filières, ils vont l'étudier dans le cadre de leurs cours. Et il y avait même un examen sur une étude de cas sur une coopérative, par exemple. Donc, c'est des choses qui se mettent en place petit à petit. C'est des choses dont moi, j'avais jamais entendu parler quand j'étais à l'école. Donc, il y a déjà certaines avancées. Et donc, voilà, par les relations partenariales avec le ministère de l'Éducation nationale, les relations partenariales avec tous les rectorats de France, et puis par les relations qu'on a directement avec les enseignants pour faire changer les pratiques, pour que les enseignants eux-mêmes fassent remonter la demande massivement, qu'ils ont envie de changer les pratiques dans leur métier. Merci. Merci, je vous propose de conclure sur ces mots. Donc la séance de projection débat, touche à sa fin et je vous remercie beaucoup pour, votre participation, donc à tous les 3, mais également à vous tous, et toutes, participants. Hem, merci à vous, et n'hésitez pas, du coup, à vous abonner à notre, newsletter du labo parce que, on fait plusieurs, séances de projection débat sur des thématiques de l'ESS, en lien, direct ou de manière plus déclinée par rapport à ce qu'on aborde dans nos études. Donc n'hésitez pas à nous suivre, et à nous retrouver pour une prochaine séance. Merci beaucoup à tous et toutes et bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne Merci soirée. beaucoup, bonne Bonne soirée, au revoir. soirée.